Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des titrages qui sont au programme de terminale. Quand ils sont injectés dans le corps humain, avec une seringue par exemple, les médicaments sont placés dans une solution physiologique qui contient notamment des ions sodium et des ions chlorure. Afin de ne pas créer de complications médicales, il est donc important de connaître précisément la concentration de ces ions dans la solution. Les chimistes ont donc dû développer des méthodes permettant de mesurer des quantités de matière. Parmi toutes ces techniques, il y en a une qui repose sur les transformations chimiques, qu'on appelle le titrage. La question à laquelle il faut donc répondre est quelle est la concentration molaire en soluté de cette solution ? À partir de cette information, on pourra calculer la quantité de soluté présente dans la solution. On va d'abord prélever un volume précis de cette solution dont on veut connaître la concentration en soluté. On utilise pour cela une pipette jaugée et une poire d'aspiration. Le volume ainsi prélevé est appelé la prise d'essai. On verse ensuite cette prise d'essai dans un autre bécher, en faisant attention aux éventuelles dilutions. Dans la suite, je vais considérer qu'il n'y en a pas. On place enfin ce second bécher au sein d'un montage de titrage, comme celui qui est représenté ici. En haut, on a une burette graduée qui contient une solution dont on connaît précisément la concentration. On l'appelle la solution titrante. En dessous, on a le bécher vu précédemment qui contient la solution dont on veut connaître la concentration. On l'appelle la solution titrée. Dans le bécher, il y a un barreau aimanté. Et enfin, le bécher et le barreau aimanté reposent sur un agitateur magnétique. Je rappelle qu'on agite afin d'assurer un bon brassage de la solution, et on s'assure ainsi que les réactifs vont bien entrer en contact et réagir. Sur ce schéma, je n'ai pas mis d'appareil de mesure, ni pH-mètre, ni conductimètre, on en reparlera dans la troisième partie de la vidéo. Je n'ai pas mis non plus de potence, ça c'est juste pour simplifier le dessin. Admettons la situation suivante. La solution titrante contient des molécules carrées jaunes. Évidemment, ce n'est pas la réalité, c'est juste pour schématiser. La solution titrée contient quant à elle des molécules rectangulaires et oranges. La réaction du titrage est la suivante. On admet qu'une molécule jaune réagit avec deux molécules oranges pour donner une molécule verte. C'est ce qu'on appelle la réaction support du titrage. Pour comprendre ce qu'il se passe durant le titrage, il faut qu'on regarde les choses d'un petit peu plus près. J'ai représenté ici en haut l'extrémité de la burette graduée qui contient les molécules jaunes, la solution titrante. En dessous, j'ai représenté le bécher qui contient les molécules oranges, la solution titrée. Les deux types de molécules sont contenus dans de l'eau, que j'ai représentée ici en bleu. Ouvrons le robinet et voyons ce qu'il se passe. La solution titrante commence à s'écouler. On a donc une première molécule jaune qui entre en contact avec les molécules oranges contenues dans le bécher. D'après l'équation support du titrage en haut à droite, une molécule jaune va réagir avec deux molécules oranges pour donner une molécule verte. Puis la solution titrante continue de s'écouler. On a donc de nouveau une molécule jaune qui entre en contact avec deux molécules oranges pour donner une molécule verte. Et on continue encore une fois. Et là, on arrête tout, on ferme le robinet. Pourquoi ? Eh bien, dans le bécher, on est arrivé à une situation bien particulière. En effet, dans le mélange réactionnel, c'est-à-dire dans le bécher, là où la réaction se fait, il n'y a plus aucun des réactifs présents dans l'équation support du titrage. Il n'y a plus de carré jaune, ni de rectangle orange. Cette situation correspond à ce qu'on appelle l'équivalence du titrage. On note alors le volume de solution titrante qui a été versé depuis le début. Si j'ouvre de nouveau le robinet de la burette graduée, de nouvelles molécules jaunes vont s'écouler dans le bécher, mais il ne va rien leur arriver puisqu'il n'y a plus de rectangles orange avec lesquels réagir. On a alors dépassé l'équivalence. Revenons justement sur ce qu'on appelle l'équivalence. À ce moment précis, on peut dire que tous les rectangles orange présents initialement dans le bécher ont, entre guillemets, disparu, puisqu'ils ont réagi avec les carrés jaunes qui ont été versés dans le bécher. À ce moment-là,
On a donc versé pile la quantité nécessaire de carrés jaunes pour faire disparaître tous les rectangles orange qui étaient présents initialement. Combien avait-on de rectangles orange au départ? On en avait 6. On peut donc écrire que n de rectangles orange initialement présents est égal à 6. Combien y a-t-il fallu verser de carrés jaunes? 3. On a donc n de carrés jaunes versés à l'équivalence qui est égal à 3. Avec ceci, on peut donc écrire la relation suivante. Le nombre de carrés jaunes qui a été versé à l'équivalence est égal au nombre de rectangles orange qui étaient présents initialement divisé par 2. Effectivement, 6 divisé par 2, c'est bien égal à 3. Bon, là, ok, mais vous vous demandez sûrement pourquoi on a fait apparaître un 2 comme ça. C'est pas un hasard, vous vous en doutez. C'est le coefficient stoichiométrique qui est présent devant l'espèce orange dans l'équation support du titrage. Il a fallu verser 2 fois plus de rectangles orange que de carrés. Généralisons les choses. J'appelle A l'espèce titrante et B l'espèce titrée. Et j'admets que les deux espèces suivent l'équation support du titrage suivante, alpha A plus bêta B donne des produits, peu importe lesquels. Dans cette écriture, alpha et bêta ce sont des nombres, ce sont les coefficients stoichiométriques. À l'équivalence, on peut donc écrire la chose suivante. La quantité d'espèces titrantes versée à l'équivalence divisée par le coefficient stoichiométrique qui lui est associé, c'est-à-dire alpha, est égale à la quantité d'espèces titrées qui était initialement présente divisée par son coefficient stoichiométrique bêta. Parfois, pour simplifier l'écriture, on se contente d'écrire EC en indice plutôt que versé à l'équivalence. Cependant, quand on réalise un titrage au laboratoire, ce qu'on obtient, c'est le volume de solution titrante versée, pas la concentration de la solution titrée. Comment faire le lien entre ces deux grandeurs? Je rappelle qu'à l'équivalence, on a la relation suivante. Une concentration molaire étant égale à une quantité de matière divisée par le volume de la solution étudiée, on peut donc dire que la quantité d'espèces titrantes versée à l'équivalence est égale au volume qu'on a versé à l'équivalence multiplié par la concentration de la solution titrante. De même, la quantité d'espèces titrées présent initialement est égale au volume de la prise d'essai multiplié par la concentration de la solution titrée, qui est, je le rappelle, notre inconnu. En injectant ces deux nouvelles équations dans celle du haut, on obtient ceci. On isole notre inconnu qui est, je le rappelle encore une fois, la concentration au soluté de la solution titrée. On obtient alors cette expression. À partir de ceci, on a donc trouvé comment faire le lien entre le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence et la concentration recherchée. Alors là, j'ai encadré l'expression, mais je ne vous conseille pas de la prendre par cœur. Évidemment, comme d'habitude, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le raisonnement qui se cache derrière. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois sur cette partie pour revoir la démonstration. Cette méthode fonctionnerait-elle si les molécules jaunes pouvaient réagir avec d'autres molécules? Avec les molécules d'eau, par exemple. Ben non. On ne pourrait pas être certain que l'équivalence ait été atteinte uniquement grâce à la transformation des molécules orange. Autrement dit, il faut être sûr que l'espèce titrante ne puisse pas réagir avec autre chose que l'espèce titrée. On dit alors que la réaction doit être unique ou spécifique, on peut dire les deux. Cette méthode fonctionnerait-elle si toutes les molécules jaunes ne réagissaient pas en entrant en contact avec les molécules orange? Bien non. Il faut être sûr que les molécules jaunes vont réagir avec les molécules orange dès qu'elles seront mises en contact. On dit alors que la réaction doit être totale. Cette méthode fonctionnerait-elle si une molécule jaune mettait, admettons, 3 semaines pour réagir avec les molécules orange? Ça existe, hein. Il y a certaines transformations chimiques qui prennent beaucoup de temps à se faire. Eh bien oui, ça fonctionnerait, mais il faudrait alors attendre un temps monstrueux pour réaliser le titrage. On va donc s'assurer que la transformation chimique mise en œuvre lors du titrage soit rapide. Au laboratoire, il faut donc trouver le volume équivalent.
c'est-à-dire le volume de solution titrante qu'il a fallu verser pour que les réactifs aient été totalement consommés dans le mélange réactionnel. Il existe 3 façons de mesurer ce volume qu'on note généralement V indice E ou V indice EC. Voyons d'abord ce qu'on appelle le titrage à l'aide d'un indicateur coloré. Pour un tel titrage, on ajoute une toute petite quantité de ce qu'on nomme un indicateur coloré. C'est une espèce chimique dont la forme acide et la forme basique n'ont pas la même couleur. Voici un exemple, le bleu de thymol. Alors je sais, cette molécule peut faire peur car elle est complexe. Mais pas de panique. Il est hors de question d'apprendre ce schéma de Lewis par cœur. Ça me permet juste de faire un bref rappel sur les acides et les bases et de vous montrer un exemple d'indicateur coloré. Quand on regarde les choses de plus près, on voit que la différence entre la molécule de gauche et celle de droite est minime. En effet, tout ce que j'ai entouré en rouge ici ne change pas durant la transformation. La seule partie qui subit une modification est le groupe OH à gauche qui devient un O-. On est passé de l'un à l'autre en perdant un cation H+. On a donc bien une transformation acide-base. À gauche, on a la forme acide, celle qui peut perdre un H+, et à droite, sa base conjuguée. Fin du rappel sur les acides et les bases. Expérimentalement, on voit que la forme acide est jaune en solution, alors que la forme basique est bleue. On a donc bien affaire à un indicateur coloré. En faisant varier le pH de la solution, on se rend compte qu'il y a une zone pour laquelle les formes acides et basiques coexistent. Cela signifie donc qu'il y a un moment où les deux couleurs coexistent. On l'appelle la zone de virage. Pour le bleu de thymol, la coexistence du jaune et du bleu donne bien une zone où on a du vert. Si le pH du mélange réactionnel au moment de l'équivalence est contenu dans cette zone de virage, alors on peut repérer l'équivalence en notant l'instant pour lequel a lieu le changement de couleur. Cette méthode a l'avantage d'être facile à mettre en place puisqu'elle ne nécessite pas d'appareil de mesure. Mais l'inconvénient de cette méthode est que le changement de couleur est assez subjectif. A-t-il lieu ici, là ou là ? Une personne va commencer à voir un changement de couleur là où une autre personne ne verra aucun changement. De plus, cette méthode implique d'avoir une idée du pH du mélange au moment de l'équivalence, chose qu'on ne sait pas toujours. Heureusement, on a d'autres méthodes expérimentales qui permettent de trouver le volume équivalent sans connaître le pH à l'avance. Lorsque la solution titrée contient des ions, on peut déterminer le volume équivalent en réalisant un suivi conductimétrique de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versée. Pour faire ceci, on reprend le montage expérimental vu plus tôt et on ajoute une cellule de conductimétrie reliée à un conductimètre. On ajoute également un grand volume d'eau distillée à la prise d'essai. Pourquoi ? Car la conductivité d'une solution est proportionnelle à la concentration des ions dans le milieu. On en reparlera quand on étudiera la loi de Colroche. Voilà une petite illustration pour comprendre. Si je prends seulement la prise d'essai et que j'ajoute un petit volume d'eau, le volume final aura proportionnellement beaucoup augmenté. On voit ici que le volume a presque doublé. Si le volume change beaucoup, alors la concentration des espèces diminue de manière non négligeable et entraîne donc un changement important de la conductivité, puisque les deux sont proportionnels. Pour pouvoir négliger cet effet indésirable, on décide alors d'ajouter une grande quantité d'eau distillée dès le début, afin que l'ajout de solutions titrantes ne change quasiment pas la concentration des ions. En effet, si dès le départ j'ai versé dans le bécher un peu de solution titrée avec beaucoup d'eau distillée, et que j'ajoute un petit volume d'eau, on voit que le volume final n'aura proportionnellement pas beaucoup changé. Si le volume change peu, alors la concentration des espèces diminue de manière négligeable et n'influence donc pas la conductivité de manière importante. Par ailleurs, le fait d'ajouter de l'eau distillée permet aussi de s'assurer que la cellule de conductimétrie plonge bien dans le milieu réactionnel. 2 avantages en un. On mesure donc la conductivité du mélange réactionnel après chaque ajout successif de solutions titrantes et on reporte les mesures dans un graphique qui représente la conductivité de la solution titrée
en fonction du volume de solution titrante versé. On obtient alors ce genre de courbe. Alors, toutes les courbes de conductimétrie ne vont pas ressembler exactement à celle-ci, mais on pourra toujours distinguer clairement deux zones, comme ceci. On trace alors deux droites moyennes, une pour les points de la zone 1 et une autre pour la zone 2. Ces deux droites se coupent en un point. L'abscisse de ce point est égale au volume de solution titrante qu'il a fallu verser dans le bécher pour atteindre l'équivalence. On peut maintenant utiliser cette information pour calculer la grandeur recherchée, comme on l'a vu dans la partie B. Lorsque la transformation chimique met en œuvre une réaction acide-base, on peut déterminer le volume équivalent en réalisant un suivi du pH de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versé. Pour faire ceci, on reprend le montage vu au début et on ajoute cette fois une sonde de pH-métrie reliée à un pH-mètre. On peut là aussi ajouter de l'eau distillée pour s'assurer que la sonde plonge bien dans le milieu réactionnel, mais ce n'est pas obligatoire. On mesure donc le pH du mélange réactionnel après chaque ajout successif de solution titrante et on reporte les mesures dans un graphique qui représente le pH de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versé. On obtient alors ce genre de courbe. Toutes les courbes de pH-métrie ne vont pas ressembler exactement à celle-ci, mais on pourra toujours distinguer un moment où le pH change brusquement. C'est ce qu'on appelle le saut de pH. Pour déterminer la valeur du volume équivalent, on peut alors utiliser la méthode dite des tangentes. On trace une tangente à la courbe en un point situé avant le saut de pH. On trace ensuite une seconde tangente à la courbe en un point situé après le saut de pH, en faisant en sorte que cette droite soit parallèle à la première. On trace ensuite une troisième droite, parallèle aux deux autres, et équidistante. Cette dernière droite coupe la courbe de titrage en un point. L'abscisse de ce point est égale au volume de solution titrante qu'il a fallu verser dans le bécher pour atteindre l'équivalence, c'est-à-dire le volume équivalent. On peut alors utiliser cette information pour calculer la grandeur recherchée. Par ailleurs, le pH associé à ce point-là est ce qu'on appelle le pH à l'équivalence. Voici une autre courbe de titrage. Si on a accès à un ordinateur, on peut également utiliser la méthode dite de la dérivée. On demande à l'ordinateur de tracer la dérivée de la courbe qu'on a obtenue. Vous voyez ici qu'en utilisant la méthode des tangentes, j'obtiens ce volume équivalent. Si je demande à l'ordinateur de tracer la dérivée de la courbe de titrage, j'obtiens ceci. Eh bien, vous voyez que l'abscisse de l'extrémum de cette courbe est égale au volume équivalent. Pour résumer, le titrage est une méthode expérimentale qui permet de déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution à l'aide d'une transformation chimique. La solution dont on connaît précisément la concentration est la solution titrante. La solution dont on cherche la concentration est la solution titrée. Pour pouvoir déterminer la concentration inconnue, on essaye d'atteindre l'équivalence, qui est le moment précis où les réactifs ont totalement été consommés dans le milieu réactionnel. Expérimentalement, on obtient le volume de solution titrante qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. En pratique, on peut utiliser ce volume pour calculer la concentration de la solution titrée. Pour déterminer le volume équivalent, on peut réaliser un suivi conductimétrique, on peut aussi réaliser un suivi du pH, et il faut alors appliquer la méthode des tangentes ou la méthode de la dérivée. Enfin, si on a une idée du pH à l'équivalence, on peut utiliser ce qu'on appelle un indicateur coloré. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je sais qu'elle a été un peu longue, mais c'est un point extrêmement important du programme de chimie en terminale. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois pour bien la comprendre, et comme d'habitude, si vous avez des questions, allez en parler avec votre prof de physique-chimie.